Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste chez Studio Black Sounds. Salut, moi c'est Dorothée, consultante et formatrice en zytologie. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques tips en vrac pour votre branding ou votre rebranding en 2023. Alors du coup, pour resituer un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, hier j'ai envoyé une newsletter à une liste de brasseries dont certains se sont désinscrits. Excusez-moi, j'ai peut-être Ça a été un peu trop agressif. voilà, bon bah ça arrive, hein, et au final c'est le jeu. Mais au final, moi je voulais juste donner quelques petits tips pour planifier votre branding ou votre rebranding sur 2023, pour développer votre brasserie. Qu'est-ce qui peut se passer? On va dire quelles sont les petites tendances de ce deuxième trimestre 2023. Au final, le premier trimestre est passé, maintenant on attaque le second. Et j'avais 6 tips qu'on pourrait dérouler ensemble pendant ce podcast. Et puis tu me dis ce que tu en penses, on échange, On on discute. discute, etc. Si ça te convient. Ça marche. Alors numéro 1, rebranding et évolution du portefeuille en 2023. Donc beaucoup de brasseries utilisent le rebranding pour affiner leurs offres, créer des sous-marques, diversifier leur gamme avec des boissons aussi non alcoolisées, vu que c'est un boom en ce moment. Donc il y a souvent des discussions qui se portent sur le développement d'une famille de sous-gammes, de sous-marques, pardon, autour de leur meilleure bière, peut-être autour d'une IPA, et qui pourrait déclencher une famille d'IPA, par exemple. Mhm. Donc pour explorer des extensions de gamme et des variantes de saisonnières et d'éphémères. Donc est-ce que toi, par exemple, tu vois dans certaines brasseries leur portefeuille vraiment évoluer et se différencier de plus en plus? On le voit vraiment dans les brasseries anglo-saxonnes. Est-ce que tu le vois un petit Mhm. peu en France, ça? Alors moi je le vois un petit peu, bon, toujours est-il qu'on a parfois des difficultés à se structurer, c'est-à-dire que tu vas avoir une gamme, on va dire une série de bières en entrée de gamme sur, on va dire, de la blanche, de l'ambrée, de la brune, de la blonde surtout. Ouais. Et puis tu vas t'amuser avec des éphémères. Et souvent le problème justement des éphémères, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Que Mmh. certaines restent, que d'autres disparaissent. Alors on dit traditionnellement qu'une bière elle a une durée de vie de 3 ans, ce qui est pas vrai, en tout cas pas dans le marché français actuel. Mais c'est vrai que souvent moi j'ai remarqué que sur certaines brasseries c'était un peu le bazar et que c'était plus le feeling du brasseur plus qu'une stratégie réelle de vente qui était mise en place. Et Mmh. donc, du coup, ça génère parfois un peu de bazar. Et le fait de rebrander, on va dire, c'est quelque part, tu reprends tes chiffres, tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai vendu? Qu'est-ce qui a marché bien? Qu'est-ce qui a fait qu'à telle saison de l'année, finalement, celle-là s'est vendue mieux que l'autre? Quelle est la durée de vie aussi, on va dire, de mon produit? Est-ce que c'est un produit qui doit être vendu dans les 3 mois parce qu'après, il est obsolète? Ou est-ce que c'est un produit que je peux garder dans ma gamme toute l'année? Et c'est vrai que ça, c'est un truc, moi, de mon ressenti, quand je vois un peu les offres des brasseries, c'est que c'est un peu le bazar, quoi. Enfin, tu te Ouais. retrouves à vendre des Imperial Stout en plein été et des sour en hiver parce que, justement, quelque part, tu as un peu mal géré ton flux de vente. Et je pense que là-dessus, il y a un travail à faire parfois voilà, de peut-être faire moins de produits, peut-être moins d'éphémères, de les stratégiser. Non, dit comme ça va pas. Ouais, ou de Tu vraiment vois. développer ton architecture de marque. Et je l'ai vu avec un client avec qui je travaille en ce moment. Mhm. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et je connais assez bien la marque, mais j'ai connu d'autant mieux la marque le jour où on s'est posé pour faire un organigramme de l'architecture de la brasserie. Et là, en fait, j'ai halluciné. Je me suis dit: «Ah ouais, non, mais je me rendais pas compte qu'il y avait autant de produits». Il y a une core range, il y a des saisonnières, il y a des sous-marques, il y a des extensions. Et du coup, dans ces extensions, il y a des IPA, des sour et des one shot, Ouais. qui peuvent être tout et n'importe quoi. Et à côté de ça, il y a des bars brandés, et cetera. Enfin, en tout cas, il y a énormément de choses. Et le jour où on s'est posé, on va dire peut-être 8 à 9 mois après avoir travaillé ensemble sur pas mal Mhm. de choses, on se pose pour créer l'architecture de marque. Et là je fais waouh, un gros bond en arrière en me disant mais en fait il faut tout hiérarchiser là. Il faut juste C'est pas ça. travailler que sur la core range, il faut travailler sur tout
parce qu'en fait, c'est vraiment une société de production de boissons. C'est plus qu'une brasserie, c'est vraiment Ouais. différencié. Et les anglo-saxons le gèrent très bien, ça. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'en France, on est blonde, blanche, ambrée, brune. Et après, on fait des éphémères. Et ça peut s'arrêter là. Les éphémères, vu qu'on est en éphémère, soit on a le matos pour faire une canette, soit on reste en bouteille, Mhm. mais on va faire n'importe quoi sur les étiquettes sous prétexte qu'elle Ouais, reste comme une story Insta, tu vois, sous c'est prétexte ça. qu'elle reste une ou C'est deux l'effet one fois par shot. mois et l'effet one shot disparaît, ce qui fait que en fait ça crée de la confusion dans le Mhm. consommateur final. Sur les étalages, tu as une bière qui n'a aucun rapport avec ton ADN de marque. Mhm. Parce que, je sais pas, le brasseur a vu qu'il y avait des illustrations funky chez tous les autres, alors il veut faire pareil C'est parce vrai. qu'il dit que c'est une éphémère et du coup, ça crée de la confusion. Donc, ouais, faut vraiment faire attention à pas créer un joyeux bordel dans son architecture de marque et c'est pour ça que c'est intéressant de faire un travail à ce niveau-là, quoi. Donc, Ouais. pour moi, l'évolution du portefeuille en 2023 avec toutes ces innovations boissons, avec le boom des sans-alcool, peut-être des craft soda, des hop water, ce genre de choses, ça fait de plus en plus sens. Ça Donc, fait c'était sens le et premier point. ouais, après, pour rajouter une petite parenthèse aussi, c'est que souvent, en fait, les éphémères, c'est un peu pour, éviter justement de rentrer, on va dire, dans la standardisation de: «Je fais toujours de la blonde parce que la blonde se vend bien». Clairement, la Ouais. blonde se vend bien, la blonde se vendra toujours très bien. Mais c'est bien d'être dans le fun, c'est bien de se dire: «Allez, vas-y, je me fais plaisir, je fais une recette que j'ai envie, une bière que j'aime et puis, je me lâche un peu, à la fois dans l'achat de mes matières premières», parce que c'est souvent des bières qui vont coûter un petit peu plus cher. Mais c'est bien aussi je pense de l'intégrer dans une vision globale justement comme tu dis de branding. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, j'ai, ma core range, j'ai ma gamme de base, celle dont je sais que j'ai une clientèle. J'ai commencé par ça, donc je sais que c'est là, comme tu dis, l'ADN de ma brasserie. J'ai envie de m'amuser. S'amuser veut pas dire ne pas réfléchir non plus. S'amuser veut pas dire ne pas être capable de reproduire. Donc, tu vois, pour moi, c'est bien de faire des éphémères, mais c'est bien soit de les brander spécifiquement et d'avoir un fil conducteur. Et c'est bien aussi enfin, il y a plusieurs, à mon avis, méthodes à avoir. Mais ça, peut-être que enfin, là-dessus, en tout cas, tu es plus balèze que moi. Mais voilà, de le réfléchir en amont, c'est quand même pas mal. Ça permet aussi d'avoir, on va dire, une structuration de son offre. Et commercialement, logiquement, après, c'est plus facile à vendre, quoi. Enfin, en Mmh. tout cas, ça me Après, paraît il logique. y a aussi un autre point, c'est quand tu as une équipe en interne, il y a beaucoup de R&D aussi, d'expérimentation de recettes, et Mm. cetera. Un brassin qui part en fermentation, je sais pas, mixte ou qui part en barrique, et cetera. Parce que, je sais pas, ça a été le cas pour le covid, par exemple, pour pas jeter les trucs, on les fout en barrique. Ouais. Et en fait, on ne sait pas ce qui va advenir de ces recettes et du coup, le moment où il faut la sortir et ben, on la sort et on n'a peut-être pas forcément réfléchi à la manière, dont la sortir parce que c'était à la base une expérimentation et je pense Oui. qu'il y a beaucoup de brasseurs qui font ça comme ça et au Mhm. final pour éviter le turnover des équipes aussi, ils font en sorte que les brasseurs, les petits jeunes, ils se fassent plaisir avec des nouveaux brassins, des innovations comme ça et tout. Donc, ils leur laissent un peu aussi carte blanche sur ces expérimentales. Mais après, ça peut créer, donc c'est très bien, mais ça Mhm. peut créer ouais, de la confusion quand ça sort. Donc, d'où le fait de bien structurer Ouais, ses offres. après, souvent il suffit, je sais pas moi, d'avoir choisi une déclinaison de couleurs, un encadrement spécifique, un mot, magique, tu vois, qui revient et qui est Mm. suffisamment lisible. Ça demande pas forcément beaucoup de complexité, ça demande juste de le penser peut-être un peu en amont, tu vois? Parce que c'est Ouais. vrai que bon, quand tu fais une collab, on en parlait dans un épisode précédent, tu sais jamais trop comment tu brandes. Est-ce que tu mets, l'étiquette de la brasserie où la collab a été faite? Est-ce que, c'est, un mélange des genres, mais quand ils sont trop opposés, bah, ça peut donner du bazar. Enfin, tu vois, il y a tout ça, ça se réfléchit et c'est vrai que souvent on va penser recette, on va penser brassage et on va oublier emballage. Et c'est fait des fois à l'arrache. Oh merde, il nous faut une étiquette, on conditionne dans 15 jours, tu vois. Et c'est là souvent que ça bloque un peu Mm. et que ça fait un peu, voilà, un peu trop
de travail en urgence qui fait que ouais, c'est pas toujours bien foutu. Moi, j'ai eu le cas de toute façon sur des bières comme ça en collab où et merde, putain, l'étiquette. Tu fais appel à une illustratrice ou un illustrateur et puis c'est pas dans l'univers et t'essayes de coller un petit peu quand même à l'univers et puis du coup, bon, ça donne des trucs un peu bizarres. Il faut un design system, Voilà, un système de dénomination aussi pour le c'est naming. ça. Enfin, ouais, Ouais, il faut créer des c'est systèmes, pas quoi. mal. Ouais, c'est pas mal parce que ça te permet déjà, même pour ton brief en fait créatif, c'est que tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui n'est pas d'habitude dans ta brasserie, mais ça te permet de lui proposer déjà une base, une structure d'étiquette qui fait que tu vois, ça peut rester cohérent quoi, quand même. Mais Mm. bon, voilà. Bah, Ça, c'est c'était sûr pour que le c'est moins premier point. rock'n'roll vu comme ça, mais en même temps, quand on a un business, eh ben, il Il faut, faut, il faut se rater le faut le moins possible, structurer. quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. voilà, c'est comme ça. Exactement. Rock'n'roll versus pas rock'n'roll. Ouais. Deuxième point, se réintroduire sur le marché local. Alors, Mm. il y a pas mal de brasseries qui sont régionales et qui cherchent à se réintroduire dans leur marché local après s'être un peu trop élargi. Mhm. Donc voilà, donc l'idée c'est comment reconquérir le marché local, trouver de la pertinence chez eux et se réintroduire, enfin se dire, je sais pas, une brasserie qui serait en Rhône-Alpes, parce que c'est un peu Mhm. notre région où on est, et C'est qui se vrai. serait développée, je sais pas, au national et qui se dit, mais en fait, personne me connaît En local. dans le Rhône, personne me connaît à Lyon, comment je fais pour retoquer à la porte et dire, eh oh, je suis là et je suis une brasserie locale parce que il y a quand même cette tendance à consommer local au final Mm. de plus en plus. Donc, j'avais identifié ce deuxième point. Je sais pas si tu as des choses à rajouter dessus. Alors moi, j'avais fait une stratégie de com justement là-dessus sur une brasserie en disant: «Mais c'est quand même fou parce que, vous dans votre, zone de chalandise la plus proche», on est pareil sur une brasserie d'Auvergne-en-Alpes et ben, en fait, vous avez pas beaucoup de clients. C'est en Mm. gros, tu as la brasserie, tu as la ville, la plus grosse ville d'à côté, mais en fait, il y a quasiment pas d'implantation et tu fais: «Mais c'est pas logique». Alors est-ce que c'est parce que tu as pas envie de te faire, entre guillemets «juger» par, tes pairs, tes premiers, tes voisins, d'une certaine façon? Est-ce que c'est pas un peu cette démarche-là? Et après, c'est une démarche qui est très de proximité. C'est-à-dire que pour démarcher ces gens-là, bah, en fait, tu te déplaces. Tu y vas juste, tu files des échantillons, tu discutes un peu, t'expliques. Tu fais du commercial, on va dire, de porte Mm. à porte d'une certaine façon. Et c'est pas toujours facile pour un brasseur ou une brasseuse qui en fait est en production et pas dans le commerce de d'aller justement voilà présenter ses produits. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là parfois. Euh, mais j'ai remarqué ça déjà. Et c'est vrai que pour moi, le local, c'est plus important parce que d'une certaine façon, c'est plus facile dans le sens où, ben oui, comme tu l'as dit, on consomme local en circuit court. En Auvergne-Rhône-Alpes, ben, on a cet état d'esprit-là aussi, d'aller chercher chez le producteur du coin. Et du coup, ça me paraissait bizarre comme approche, mais par contre, ça voulait dire qu'il restait une marge de progression aussi commerciale, dans le sens où tu dis, en fait, mes clients, ils sont à côté, mes prospects, mes futurs clients, ils sont juste à côté, donc en fait, c'est relativement facile d'aller les chercher. C'est plus difficile d'aller chercher en national, puisque tu vas passer par des intermédiaires, des distributeurs. Par Mm. contre, je mets un petit bémol à ça. Ça, c'était spécifique à la stratégie de cette brasserie parce que j'avais remarqué qu'il y avait on va dire entre guillemets, un trou, un trou commercial à ce moment-là, à ce niveau-là. À l'inverse, là, justement, avec l'inflation et la récession, la concurrence augmente en régional. Et j'ai eu le témoignage d'une brasseuse qui me disait qu'elle, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que comme elle avait une brasserie qui s'était implantée à côté, qui faisait à peu près les mêmes produits, la qualité était là aussi, elle était un petit peu mieux distribuée. Et en fait, elle se retrouvait du coup, elle, à être en concurrence directe avec son voisin, la brasserie voisine. Et là, elle se disait, bah, du coup, peut-être que moi, ma stratégie, ce serait d'aller un petit peu plus au national, de sortir un petit peu de ma région et de redémarcher, parce qu'elle l'avait déjà fait, mais de redémarcher le national. Et là, je dis oui, là, ça s'entend. Tu vois, Mm. quand il y a Mm. une concurrence un peu féroce et que tu vois que ton marché local, eh ben, il commence à être saturé, ou tu sais que tu es mis en concurrence directe avec ton voisin, ben là, ouais, il faut, pour le coup, par contre, élargir un petit peu plus ta zone de chalandise et aller voir un petit peu plus loin si tu n'as pas ta place finalement dans les magasins spécialisés où c'est pas gênant qu'il y ait 5 brasseries côte à côte. Tu vois. Ouais.
Ouais, j'avoue que la compétition commence à devenir rude, hein, Mmh, mine de rien. complètement. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plus de 9 000, quasi 10 000 brasseries, mais c'est énorme. Ouais, c'est pas le même En calibre. France, on est quoi? On est 2005, 2007, un truc comme ça, en tout cas 2008 moins de là, 3 il 000. paraît. 2008. Ouais, on est presque à Le 3000, tu pays, vois? il est petit quand même, donc c'est vrai que ça commence à faire du monde, quoi. Alors après, c'est beaucoup de toutes petites brasseries, on en parlait Mmh. dans le podcast précédent, hein, donc faut remettre dans le contexte que, c'est beaucoup de petites brasseries. Là où ça devient compliqué, quand tu restes en ultra local, que tu es tout seul, que tu as ta petite brasserie et que tu vends sur tes réseaux, tu vois, comme je disais, rechoper 1 ou 2 clients en plus pour finir ton année, on va dire, c'est jouable. Quand tu commences à faire, des brassins de 10 hectos, que tu commences à taper les 1 500, 2 000 hectos, possiblement c'est plus compliqué. Tu restes sur une structure assez petite où tu vas être 2, 3, donc tu vas pas avoir une force commerciale hyper développée, on va dire. Et du coup, là, ça peut devenir compliqué parce que c'est pas 1 ou 2 clients qui vont finir ton année, c'est peut-être 10 ou 15. Ou alors c'était 10 ou 15 clients qui prenaient 10 cartons l'année dernière, qui finalement n'en prennent plus que 2 ou 3 aujourd'hui. Donc, il faut jouer à la fois sur le nombre de clients et sur le volume d'achat de tes clients. Et là, ça peut être un peu plus chaud parce que là, ça va te demander d'aller sur le terrain de manière un peu plus récurrente. Et on sait que aller sur le terrain, ça prend du temps et que c'est le temps que tu ne prends pas à brasser. Et quand tu es parti sur des 1 500, 2 000 hectos, tu peux pas tellement baisser ta prod parce que tu sais que c'est aussi ça qui te permet de payer tes charges. Et c'est là que je pense que c'est plus sur ces brasseries-là que la concurrence commence à devenir un peu rude et où le marché se resserre un peu. Et justement là, où, sur ces brasseries-là, il faut faire preuve d'un peu de créativité et peut-être Mmh. d'aller chercher des marchés, d'autres clients et de concentrer finalement un petit peu plus sur le commercial que sur la prod. Et c'est en effet pas toujours facile. C'est pas toujours ce qu'on préfère faire en vrai. Ah Tu vois. ouais, bah, c'est clair, on préfère brasser de la bière que d'aller la Que vendre, d'aller la hein. vendre, Toujours plus simple. c'est clair. En tout cas, voilà. Point numéro 3, marque versus style. Donc, la fidélité à la marque gagne du terrain face à la recherche de style spécifique. On constate qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir se rapprocher d'une marque parce qu'ils la connaissent bien et ils lui font confiance, plutôt qu'elle est achetée par style. Je veux une IPA, je prends n'importe quelle IPA de telle ou telle brasserie. Donc, on constate qu'il y a vraiment une fidélité qui commence à se créer. Et Mhm. ça fait sens avec ces mots comme récession et inflation. On est peut-être moins curieux d'aller tester des choses parce qu'on n'a plus trop de sous-sous et du coup, on préfère donner de l'argent à ceux à qui on fait confiance et du coup, Mm. on remarque un petit peu ça. Et donc les brasseries, elles doivent se concentrer sur la construction d'une marque à long terme et différencier leur identité, leur portefeuille, leur expérience en salle de dégustation et aussi leur programme de fidélisation. Mm. Donc voilà, faire un travail conséquent plus sur la fidélité de la marque que sur un style spécifique Ouais, alors moi je rajouterais parce que en fait les gens connaissent pas les styles de bière. aussi. Tu vois? Alors, finalement quand tu vas mettre un style, bon en dehors de l'IPA maintenant, de la pale ale, de la blanche, mais quand tu commences à aller chercher des styles un peu moins connus, j'ai vu Galibo moi, ce week-end Ouais. à Reims. Et c'est vrai qu'eux, ils sont très axés, style allemand, style Mmh. traditionnel allemand. Donc ils mettent systématiquement, donc là, ils avaient sorti pour leur bière de printemps, une petite Maibock. Et moi, j'avoue, sur le moment, je leur ai demandé, je dis, même moi, hein, qui suis quand même un peu spécialiste, tu vois, je leur ai dit: «Vous pouvez me rappeler, c'est quoi une Maibock pour vous?» Parce que c'est vrai que c'est des styles, même nous, spécialistes, qu'on croise jamais. Alors c'est super intéressant pour la pédagogie. Par contre, Ouais. pour le consommateur, j'ai envie de te dire, le mec, Ah ouais, c'est sauf sûr. voilà, le consommateur, sauf à être très, 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 très curieux, si tu veux, il va peut-être même pas voir que c'est écrit Méboc en petit au-dessus du nom. Mmh. Et c'est clair que donc tu as la méconnaissance de certains styles de bière qui va faire que les gens vont pas forcément aller chercher. Il y a ça. Et il y a aussi, je pense, et là-dessus tu as raison, comme on est dans une période un peu de récession, on va pas dépenser notre argent comme ça, on va dire moins le jeter par les fenêtres. Je dis pas que tester des nouveaux produits, c'est jeter l'argent par les fenêtres, mais en tout cas, comme tu dis, on va se fidéliser sur une brasserie dont on sait que la qualité est présente.
Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais que, je sais pas, la brasserie, tu as 3 brasseries autour de chez toi, tu en as une que tu aimes particulièrement, que tu sais que les produits, sur les 10 bières qui sortent, tu en aimes 8 sur les 10, et ben, tu vas pas chercher midi à 14h. Tu sais que tu aimes, tu sais que c'est dans ton budget, donc c'est eux que tu vas aller voir de toute façon, naturellement, et tu iras peut-être moins voir les autres parce que tu sais que, de temps en temps, il y en a une qui, gueuche un petit peu, qui a eu un drôle de goût la dernière fois, que tu t'attendais pas à ça, parce qu'on te l'a peut-être aussi mal conseillé, ceci dit. Enfin voilà, et donc tu vas te resserrer sur des trucs, on va dire, sur des valeurs sûres, en fait. Mmh. Sur une brasserie dont tu es sûr que, la majorité des produits qui sortent, et ben, tu les aimes. Et là, on en arrive à ce discours de marque, en fait, plus qu'un discours, technique, de style. Et c'est vrai que, pour moi, ça passe, voilà, par la fidélisation, l'univers qui est créé par la marque, les bières qui sont créées, les styles, la variété peut-être aussi, mais aussi la qualité. Ça, je pense qu'il Carrément. faut pas l'oublier. On n'oublie pas. Point numéro 4, la génération Z et ses options de consommation. Alors la Gen Z, c'est la génération qui a le plus d'options de boissons que les générations précédentes, hein. Mmh. Là, encore, on n'est pas aux États-Unis, ni en Angleterre ou en Australie, mais en France, là, ça commence à envoyer en termes de choix possibles, que ce soit bière, vin, spiritueux, sans alcool, mais sans alcool avec CBD, sans alcool avec adaptogène, nootropique, boisson solide en poudre. Enfin, il y a tous les Ouais. choix possibles. Donc en fait, il va falloir que les brasseries écoutent aussi cette nouvelle génération et répondent à leurs préférences en fait. Donc tout simplement le fait de penser à la génération Z pour les brassins, catégories ou produits futurs. Notamment, on en parlait dans un podcast il y a un petit moment déjà avec les Hop Water, les, les, Mmh. les eaux blonnées pétillantes, euh, ou d'autres segments comme ça qui pourraient faire un bond qu'on voit boomer aux États-Unis, peut-être qu'ils peuvent venir ici. Alors, exit les hard seltzer parce que ça Ouais, commence à ça devenir va pas marcher. compliqué. Alors, c'est pas fini, hein, mais en tout cas, ça n'a pas Non? marché en France. On verra. Mais en tout cas, être un petit peu alerte aux besoins de la génération Z. Ouais, c'est aussi ce qu'on appelle le renouveau. C'est-à-dire que, pour rester, on va dire, dans le hall of fame, enfin, en tout cas, continuer à garder ses clients, il faut s'adapter aussi à leurs changements, à leurs besoins. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément d'innovation dans la boisson d'une manière générale. Moi, je suis abonnée à un rayon boisson, donc je regarde un petit peu ce qui se fait. Alors, c'est très GMS, hein, c'est très, très industriel, mais ceci dit, les industriels sont à la fois les moins créatifs et en même temps ceux qui sont plus au fait des tendances de consommation parce que eux, Mm. les chiffres, ils les ont et ils les étudient. Donc, il faut rester alerte là-dessus. Après, moi, je repense à cette étude So Wine qui dit quand même que, le Français, consomme plus de bière aujourd'hui que de vin. Donc j'ai envie de dire, la bière a encore de beaux jours devant elle, c'est clair, mais aussi parce que, même dans le produit bière avec, je pense aux sour qui sont très légères en alcool, qui partent sur des goûts acidulés, on est quelque part dans ces nouveaux produits, dans Mm. ces nouveaux goûts, et c'est ça, je pense, demain, l'avenir, si tu veux, de la bière. Le sans alcool aussi, mais attention à le faire, justement avec suffisamment de qualité. Ça, c'est pas toujours facile, mais Heu, pour moi, l'effet créatif de la petite structure, de la petite brasserie qui innove tout le temps, qui justement va faire des bières acides, des bières brunes, tu vois? Aujourd'hui, ça donne assez de grain à moudre, on va dire, pour coller à ces tendances. Mais combien de temps ça va durer, en effet? Ouais, je pense Est-ce que qu'il va y ça avoir des choses. suffira? Est-ce Il va que falloir éduquer les consommateurs à pourquoi ils payent ce prix, ou alors diminuer un peu les prix. Par exemple, je suis allé dans une cave à bière là, et je Mmh. suis tombé sur une bouteille sacrilège. Donc, je crois Ouais, qu'ils sont adulés. J'ai jamais goûté leurs produits, mais en tout cas, ça a l'air bon. La ouais. bouteille, elle était à 16,50, et c'est un genre de breuvage qui peut ressembler à des grape ale, donc à du vin, Mmh. etc. Mais il va falloir se dire pourquoi en France, un consommateur lambda va choper une bouteille de vin à 10 ou 11 euros et elle va être très bonne. Pourquoi il mettrait 16 balles dans une bouteille de
de 20 bières, il va sûrement pas le faire. Non, Et c'est parce que pareil c'est pour d'autres marques, hein. Il n'y a pas que ouais, Sacrilège, il y en a plein d'autres. Ammonite, c'était très cher quand j'ai acheté ouais. en cave. Bah pareil, on est plus dans les codes du vin. Et le vin en France, bah, c'est comme les pizzas à Rome, tu vois. Pour 5 balles, t'as une Mmh, pizza magnifique. Ça coûte pas 16 euros comme ici. Et, euh, et bah ouais. là, pareil pour le vin et la bière. Donc, il va falloir peut-être éduquer les gens à payer plus ou alors faire en sorte que les produits coûtent moins cher. Je sais pas, mais. Ouais, non, alors pour moi, c'est pas, là, on est sur, encore une autre cible, en fait. Pour moi, il y a, Ouais. on va dire, alors je vais le faire de manière très, très stéréotypée, mais si tu veux, pour moi, il y a la gamme de base avec de la blonde de soif que tu vas boire, soit en événement à ton anniversaire, tu vas louer la tireuse, tu vas sortir le fût, soit au bistrot en pinte à pas trop cher, tu vois. Ou même chez toi, devant ton match de foot. J'exagère volontairement. Ensuite, tu vas avoir la gamme du milieu où là, tu vas aller justement tester des nouveaux goûts, des choses que tu ne goûterais pas en temps normal. Euh, et là, c'est aussi à la brasserie de faire attention, de pas partir trop dans les extrêmes non plus. Il faut trouver le juste milieu par rapport à sa clientèle. Entre je me fais plaisir parce que j'aime ces goûts-là. Je pense toujours aux bières acides où tu peux justement jouer sur ton pH pour avoir une acidité qui soit plus ou moins forte, plus ou moins marquée. Je pense aux IPA plus. Alors bon, je mets dans cette gamme-là les double IPA qui deviennent finalement la triple d'hier. Enfin, moi, Mhm. clairement, J'avoue. j'en discutais encore à Reims, au festival BioSD de Reims ce week-end, avec notamment Yves de Sense Brewing, qui me dit, bah oui, nous, en fait, notre double IPA, aujourd'hui, c'est notre meilleure vente. Bah ouais, parce que c'est ta triple d'hier, version un petit peu moins sucrée, un petit peu plus pimpée, aromatique avec les houblons. Mais on est sur les mêmes marqueurs, on va dire. On est sur une bière forte, une bière facile à boire. On n'est pas sur une amertume exagérée. Mm. Et donc, on est Bah, je pense à complètement la dedans. bagarre de Brickhouse qui est forcément aussi leur best-seller Voilà. Donc, et c'est qui est ça, une en DIPA fait. aussi. Mm. C'est ça, la triple d'hier. Et c'est la version. T'as la blonde, et puis maintenant, t'as la Pale Ale, et puis allez, l'American Pale Ale, et t'as le double pied. Et je sais plus pourquoi je disais tout ça. Ah oui, et du coup, Sacrilège, tous les positionnements comme ça, je pense à Sacrilège, Malpolon, tu l'as dit, Ammonite. Spo, je le mets un peu à part parce que lui, il est vraiment tout petit, petit, petit. Euh, et ben, c'est ça, là, tu arrives sur une autre clientèle. Une clientèle qui a les moyens, c'est clair. Une clientèle qui veut découvrir des bières très complexes avec des fermentations mixtes, des fermentations spontanées. En effet, on se rapproche, on va dire, des grands crus du vin, quoi. Donc, avec un tarif qui est pas le même. Après, ça marche. Ça marchera moins demain si sur les 2800 brasseries qu'on a, il y en a 500 qui se mettent à faire ça. Ouais, c'est clair. Tu Et vois. c'est juste que dans le vin, en fait, ça dépend aussi des saisons, ça dépend de la pluie, ça dépend de la météo, ça dépend des récoltes. C'est beaucoup plus simple dans la bière. Donc, le consommateur comprend pas pourquoi il devrait payer plus un produit qui est plus facile à faire. Alors, c'est plus simple. En même temps, c'est pas donné à tout le monde de faire des belles bières barriquées. Ah oui, c'est sûr. Après, oui, c'est aucun jugement de Alors, valeur, hein, c'est juste voilà. une. Là où Ouais. c'est pas, là où c'est parfois compliqué, par exemple, c'est que moi j'ai remarqué que les brasseries, comme d'hab, elles sont très créatives, elles s'amusent à faire des trucs, elles récupèrent des barriques, elles remplissent avec de la bière dedans. C'est un vrai métier de faire ces bières-là pour les équilibrer et faire des produits qui soient à la fois buvables, complexes. Voilà, Et alors moi, ce que j'ai vu des brasseries qui cassaient un peu le game là-dessus, justement sur les barriques, parce qu'ils les vendaient peut-être pas assez cher non plus. Mm. Et du coup, en fait, sur ces bières-là, tu as parfois tous les prix, et ça peut aller du simple au double. Et c'est vrai que le consommateur, je pense qu'il n'est pas tellement conscient de c'est plus facile, c'est, c'est plus compliqué comme pour le vin parce qu'il y a une saisonnalité, tout ça. C'est pas les mêmes volumes non plus pour le vin. Quand tu vas faire de la barrique, quand tu fais du vin. Déjà, alors, si, petite parenthèse, j'ai fait un atelier dégustation de vin sur les cépages et j'ai demandé, elle parlait beaucoup de cuve inox et de cuve béton. Et donc, j'ai demandé à la caviste, justement, dans sa cave, combien de bières, de vin élevées en fût elle avait, et elle m'a dit 8%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vins qu'on achète sont des vins qui sont affinés, élevés sur des cuves inox ou des cuves béton. C'est-à-dire que déjà, le travail de la barrique, en fait, finalement,
dans le vin, il est devenu... Ah, c'est intéressant ça, je Ouais, savais pas. ben, j'étais étonnée parce que bon, moi, je Mm. connais rien en vin sur le moment, donc et j'étais étonnée parce que je m'attendais à ce que quand même la barrique ce soit la norme, mais en fait non, les consommateurs veulent des vins frais à consommer tout de suite. Ils font plus comme avant, comme les générations d'avant où on les gardait dans les caves, on les laissait maturer, on savait que telle année c'était une bonne année. Là, en fait, ils cherchent vraiment des vins à consommer tout de suite. Et nous, on fait le chemin inverse, si tu veux. Mm. Finalement, nous, on va proposer des bières qui sont vieillies dans des barriques. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre du bourbon, on peut mettre du whisky, on peut mettre de la tequila, on peut mettre du vin blanc, du vin rouge, du Bourgogne, du Bordeaux. Enfin, voilà. Après, D'où par contre, l'évolution du portefeuille. Ça va vite voilà, arriver, hein, ça va vite exactement. partir en live tout ça. Ouais. Ça va vite, ça part déjà, je trouve, un petit peu en live. Ouais. Après, voilà, pour moi, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que je pense à tous ces brasseries qui, reparlons de Sacrilège, qui s'est vraiment spécialisé là-dedans, avec un call ship, avec des barriques, des foudres et tout ça. Eux, ils en ont fait leur cœur de métier. Donc, j'ai envie de dire, ils vont évoluer, leur expertise, la qualité de leur bière va évoluer très, très vite parce qu'ils ne font que ça. Pour les Ouais. brasseries qui font ça en plus, le danger, ce serait de dire, bah, je mets ma bière dans la barrique, j'attends 9 mois, je l'enlève, je l'embouteille. C'est plus compliqué que ça. Il faut goûter, parfois il faut blender, parfois il faut jeter. Pour moi, c'est un vrai métier à part. Ah ben c'est un énorme métier. Après, je me fais l'avocat du diable parce que j'aime ces produits-là, mais c'est juste que j'ai vu, par exemple, pas plus tard qu'une semaine, une personne qui se demandait quelle était la différence entre une Imperial Stout et une Guinness, parce que dans sa tête, c'était la même chose, en fait. Donc, en fait, Mm. c'est juste pour dire que moi, quand je travaille avec mes clients, je me recible toujours sur leur audience à eux Mhm. et qui ils ciblent. Et il faut arrêter de penser que tout le monde est bière geek et que tout le monde C'est sait. clair. Alors, c'est pas vrai du tout. Donc, Mm. en fait, ce truc d'éducation autour du prix, autour de comment c'est fait, il est méga important. Sinon le truc part jamais. Et honnêtement, quand je suis abonné à un certain lieu à Lyon, je vais tout le temps, mais il n'y a jamais Ouais. personne. Parce que c'est trop cher, en fait. Tous les produits sont trop chers. Et à chaque fois, on est 2 ou 4 quoi, Ouais. dans tout un lieu. Mm. Et un vendredi soir, quoi. Ouais. Donc ouais, ça me fait dire que les gens sont pas prêts, en fait. Alors, Et ça, faut pas l'oublier, quoi. ouais, alors bon, moi j'étais caviste pendant des années, donc il y a l'emplacement qui joue beaucoup. Ouais, C'est-à-dire que sûrement. voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de là où t'es, les gens doivent faire plus ou moins de kilomètres pour venir jusqu'à toi. Quand t'es caviste, il faut se voir comme une épicerie de quartier. C'est-à-dire que Mm. si ta clientèle elle est pas déjà sur place, tu vas galérer. Et ensuite, en effet, c'est plus cher. Mais il faut compenser par le conseil, il faut compenser par les animations, il faut compenser par alors toutes les caves maintenant font de la dégustation sur place parce que clairement, hein, il faut capter ton client pour pouvoir vraiment lui expliquer comment ça marche. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors même si le niveau du consommateur a vraiment, vraiment augmenté avec notamment la démocratisation de la notion d'IPA où les gens comprennent maintenant que il n'y a pas que de la bière blonde qui existe ou de la bière ambillée ou de la bière triple. Ça, c'est bon. C'est acté, je pense, dans l'image du consommateur un peu moyen. Par contre, reste quand même qu'il y connaît rien. Et que, en effet, le fait de dire une Imperial Stout et une Guinness, c'est pareil. Tu vois, ça, c'est une remarque que j'entends complètement. Parce que pour eux, la bière, elle est brune. Donc, Bah pourquoi oui. elle aurait pas le même goût? Et c'est tout le boulot, par contre, Et pas le même si degré d'alcool, surtout. eux aussi, C'est enfin, il y surtout a ça plein de qui différences en change. vrai. Oui, il y a plein de différences, mais... C'est pas du tout le même produit. Et Mm. ça, pour le coup, moi, pendant des années, j'étais un peu frustrée en tant que caviste parce que ça, c'était notre boulot. Parce que nous, on avait le temps, on était là pour conseiller, pour expliquer. Et c'est vrai qu'on faisait un gros, gros travail de pédagogie que moi, personnellement, j'adorais. Mais que les brasseries ont parfois tendance à oublier qu'en fait, on est leur meilleur ambassadeur. À la fois, on est les meilleurs ambassadeurs de la bière parce que on a les connaissances, on a la sélection et on a l'explication. C'est-à-dire que notre discours finalement commercial, c'est plutôt le discours de je t'explique comment ça marche la bière et ensuite tu achètes tel produit, tel produit. Et nous, on a le temps, si tu veux, de le faire. C'est le cœur de notre métier et c'est vrai que parfois, on est un peu oublié par les producteurs qui nous voient que comme un simple client lambda, comme ils nous verraient un restaurant ou un bar, tu vois. Et Ouais, c'est vrai que carrément. caviste, c'est pas un métier facile parce que tu marges peu, il faut que tu vendes suffisamment de volume, il faut que tu ailles chercher ta clientèle parfois en effet parce que
En fait, elle va trouver que c'est certainement plus cher qu'en supermarché, que tu t'es concurrencé alors par Internet pendant un temps. Maintenant, je pense que Internet, bah ouais, on achète en ligne, c'est un peu convenu. Mais tu es surtout concurrencé par les Monoprix qui élargissent leurs rayons bière, par les GMS qui élargissent leurs rayons bière. Là, j'ai entendu qu'en plus, Carrefour se mettait dans le nord de la France à la consigne. Enfin, en gros, le commerçant indépendant spécialisé, de toute façon, il se retrouve en concurrence déloyale avec ouais, la GMS et il peut pas lutter ni sur les prix, Ouais. il peut lutter que sur le conseil et l'offre. Et pour ça, il faut que son client il soit à côté et qu'il ait le temps et qu'il ait l'envie d'en savoir plus. Et ça, bah ouais, des fois, c'est pas toujours le cas, quoi. Et c'est pour ça, moi, je dis force et courage aux cavistes Ouais, ils de vont devoir se centre-ville parce réinventer que aussi, hein, au c'est final. pas, voilà, c'est pas un métier facile. On a eu le Covid qui nous a vachement reboosté nos ventes parce que les gens avaient le temps d'aller acheter dans leur caviste en bas. Ils dépensaient moins sur les sorties, donc ils pouvaient compenser sur les achats domestiques, on va dire. Mais c'est clair que là, on arrive dans une période, c'est un peu genre repartir en arrière en mode ouais, bah en fait, on a eu 2 ans de Covid où nous, finalement, c'était plutôt le top. Et là, on revient à nos chiffres d'avant. C'est parfois décourageant et frustrant. Et moi, je leur souhaite beaucoup de courage et je leur dis de s'accrocher parce que ils font un très beau boulot et notamment de pédagogie. Et on leur passe Sur, le bonjour. voilà, on leur fait coucou. Allez, on enchaîne parce que ça passe vite. Il Oui, reste 2 c'est vrai. points. Oui. Point numéro 5, les femmes consomment plus d'alcool que les hommes. En tout cas, aux US. Donc là, je suis tombé Mhm. sur un article de Brewbound qui parlait de ça, qui disait qu'au final, aux États-Unis, maintenant, les femmes boivent désormais plus d'alcool que les hommes. Et du coup, ça crée une opportunité pour l'industrie de la bière et des boissons. Donc, les brasseries, maintenant, doivent cibler un public plus diversifié. Et il faut savoir que le nombre de femmes asiatiques, noires et latines consommant régulièrement de l'alcool a augmenté de 84% depuis Ouf. 2004. Ah Donc ouais. c'est énorme. Donc il y a aussi toutes les populations maintenant et donc exit le fait de communiquer que pour le mâle blanc, Barbu, voilà, tatoué. barbu, tatoué. On n'est plus là-dedans. Maintenant, faut un petit peu se diversifier. On n'est plus sur le millennials blanc. On voit également aussi beaucoup plus de communication visuelle et de packaging design non genré, Oui, qui justement, j'allais unisexe un faire. peu. Ouais. On peut parler à tout le monde. Donc, faut vraiment prendre conscience de ça maintenant. Faut peut-être arrêter de brander les bières à la quéquette ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, Je sais pas. c'est clair. Faut peut-être mûrir un petit peu, devenir plus mature sur l'industrie et voilà. Et les femmes comptent. Ouais, Donc les tout buveuses à de fait. bière Mais on à le fond. voit justement, tu parles des buveuses de bière, mais c'est un exemple énorme en France, la création de l'association des buveuses de bière où tu vois que, ouais, les femmes, c'est on met en visibilité justement des consommatrices de bière qui veulent boire tranquille en non-inclusion. Ça, Ouais. c'est leur choix et je le comprends aussi. Alors, clairement, je suis pas étonnée qu'il y ait une augmentation. Bon, alors là, c'est spécifique aux États-Unis et on va dire que c'est presque culturel quand tu parles des femmes asiatiques et, Mm. comment on dit déjà je sais plus. Enfin bref, Afro-américain. afro-américaines, ouais. Ouais. Je pense que ça, c'est assez spécifique des États-Unis. Ceci dit, je suis pas étonnée qu'il y ait une augmentation de la consommation d'alcool d'une manière générale chez les femmes, puisque maintenant, je veux dire, on n'est plus cantonné à notre rôle de femme au foyer qui gère les gosses. Hein. On Ah partage bah beaucoup ouais. plus les tâches, Mm. on travaille beaucoup plus, on fait des études, on voyage, on fait nos études à l'étranger. Enfin voilà, il y a quand même un équilibre qui se remet à se créer. Par contre, en effet, ne pas tomber dans le travers de dire si les femmes consomment plus de bière, on va faire de la com pour les femmes. Non, ça, ce serait vraiment, je pense, se planter méchamment. Et je suis, moi, très convaincue par cette communication unisexe où justement le sujet, c'est le produit. Le sujet, c'est l'alcool, c'est la bière. Et c'est pas celui qui consomme. Enfin, c'est celui qui consomme, mais justement,
d'un point de vue un peu plus universel, quoi, tu vois. En même temps, c'est drôle que tu passes, ne pas se planter à faire de la com que pour les femmes. J'ai le contre-exemple parfait, et on va en parler dans un autre podcast avec The Bottlefield Show, parce que la marque s'appelle Mom Water. Donc l'eau pour les mamans, quoi. Et c'est un genre de hard seltzer, mais pour le coup c'est de la vodka aromatisée et non pétillante. Et c'est en gros, ils ont pris le parti pris de parler exclusivement aux mamans. Donc les slogans c'est Mom Squad, etc. Donc il y a un délire de mums, quoi. Tu vois, donc c'est brandé typiquement pour les mamans. Et les noms c'est, je sais pas, Linda, machin, grab me a Linda, donc file-moi une Linda, tu vois, enfin des trucs comme ça. Mais c'est aussi bienveillant, je pense, et entre meufs. Mais pour le coup, c'est typiquement brandé que pour les femmes. Donc quand ta marque est une niche comme ça peut grave fonctionner. Oui. Par contre, là, ce que tu disais, c'est vraiment la brasserie un peu plus généraliste qui ferait en sorte de mettre, d'associer une bière de fruits avec une tomber dans les stéréotypes, quoi. Ouais. Après, si, ça peut être drôle. Nous, on a fait avec la Pink Boots une collab là, chez Bap et on l'appelle Scandale à l'Arsenal parce que l'Arsenal, c'est le quartier de Paris où il y a la brasserie. Et Scandale en mode les femmes scandaleuses parce qu'en fait, on a fait un barley wine. Tu vois. Donc on a fait une bière qui va titrer, qui va être vieillie en barrique, tu vois, enfin on a fait un bel collab, un gros travail là-dessus, un bon pied de nez et là on tourne si tu veux l'ambiance à l'envers où voilà, c'est un scandale que les femmes boivent des bières fortes, complexes, travaillées, et là on retourne un petit peu le stéréotype et là ça marche. Mais oui, une brasserie généraliste qui déciderait demain de faire une bière spécifiquement pour les femmes avec du rose et des fruits, bullshit, quoi, tu vois. Moi, j'ai envie de mais d'ailleurs, s'il y a une brasserie constituée uniquement de femmes qui nous écoutent et qui fabriquerait que des produits forts, je suis curieux de savoir si ça existe en France. Si vous êtes brasseuse et que vous avez une brasserie spécialisée dans les bières très houblonnées à minimum 8 degrés pour renverser complètement les codes, et si c'est pas le cas, créez-la tout de suite. Ouais, c'est ça, on va donner une idée. Alors, je pense pas. Alors, moi, je travaille avec pas mal de femmes, du coup, on est obligé de proposer de la bière, de la plus légère à la plus forte, si tu veux. Pour répondre à toutes les attentes. Je connais pas de brasserie aujourd'hui qui soit spécifiquement... alors, tu vois, on parlait des brasseries qui sont sur les fermentations mixtes ou spontanées. Ça, c'est une niche et il en existe. Maintenant, je ne connais pas, sauf erreur de ma part, une brasserie qui se serait positionnée que sur des trucs super forts, parce qu'elle risquerait de louper quand même pas mal une partie de sa clientèle, à moins d'être une brasserie belge. Ouais, ou une marque spécifique. Encore une fois, on en revient à l'évolution du portfolio de gamme. C'est la marque qui bourre ta gueule. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il faudrait qu'elle ait le pendant sans alcool, tu vois. Et que ce soit peut-être brandé de manière en sous-marque, tu vois. Au sein de la même brasserie, tu as une marque bourre la gueule et une marque lendemain de cuite, quoi. C'est ça. Tu vends les deux en même temps. Et au final, variety pack. Voilà. Et en fait, tu me fais une transition magnifique sur le dernier point. Les variety packs en croissance. Et pourquoi pas devenir un pot-pourri pack. Et là, je vais en parler un petit peu. Je vais revenir sur le truc. En gros, donc on a les variety packs et les multipacks qui sont de plus en plus populaires. Et on les voit pas mal aussi en GMS. Donc le fait au final de mettre plusieurs bouteilles ou plusieurs canettes dans un seul pack, enfin le pack de bière au final qui existe depuis toujours. Mais peut-être que les brasseries devraient envisager ces formats pour offrir de nouvelles marques et répondre à la demande de consommateurs. Au final, considérer ce variety pack comme étant une marque à part entière de leur portefeuille et pas forcément juste un mix de tous leurs produits. Par exemple, deux sous-tendances là-dedans, le fait que le variety pack peut être conçu pour une occasion spécifique de consommation. Donc être considéré comme une marque unique avec une proposition de valeur unique, une occasion spécifique unique, genre le variety pack du soir ou le variety pack de l'après-midi ou du matin, tu vois, un truc ou du week-end ou du mariage ou de l'enterrement, je sais pas. En tout cas, une occasion spécifique
avec un thème attrayant, je sais pas, qui peut suggérer une occasion pour encourager l'achat. Donc on pourrait avoir ce variety pack là sous forme de produits spécifiques. Ça changerait un Mhm. petit peu, ça fait un switch. Ou Mhm. alors un espèce de pot pourri pack, entre guillemets, c'est-à-dire des packs qui offrent différentes catégories de boissons avec et sans alcool, où on parlait de Hop Water ou de Hard Seltzer ou de Craft Soda, peut-être mettre une double IPA avec un Craft Soda, avec Mhm. une NA Beer, avec autre chose, et ça donne un pot pourri pack, donc un pack qui a plusieurs boissons différentes, Très différent dans ce cas-là. très différentes, Très différent. de la même brasserie. Et c'est là, tu disais, bah voilà, une boisson pour toi à la gueule et une version le Ouais. lendemain au sein du même pack en mode week-end, tu vois. Mm. Genre le pack il s'appelle week-end et puis t'as la version du samedi soir et la version du dimanche midi, tu vois. C'est ça, du lendemain, ouais. Le lendemain du truc, Ça ça peut peut être être marrant. rigolo. Ouais, Donc alors c'est ouais, voilà. Attention à la loi Evin, hein, dans tous les cas. c'est clair. Jamais faire Oui. allusion à la fête, hein, et encore Mm. plus en ce moment avec tout ce qui se passe avec les influenceurs. Mais voilà, des idées autour du Variety Pack qui pourraient être un peu pimpées et qui ne seraient pas juste bon, on fout 6 bouteilles dans un truc et puis c'est fini. Et puis Ouais. on met une petite illustration et C'est puis ça, c'est un souvent Variety c'est ce Pack, qu'on quoi. fait, hein. Souvent Ouais. c'est ce qu'on fait, on va avoir un coffret brandé à la marque de la brasserie et puis on va venir mettre les bières qu'on a à dispo, voire des fois celles qu'on aimerait faire partir parce que du coup on a du mal à les passer et pourquoi pas d'ailleurs. Ça me fait penser que j'ai regardé, j'avais tapé sur Google les packaging originaux de bières et tout, parce que bon, je cherchais aussi un sujet, et là je suis tombée sur le pack justement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ça me refait penser au calendrier de l'Avent. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être, tu vois, tu pourrais t'amuser à faire un pack comme ça de la semaine, parce que bah, c'est des packs souvent de 6. Tu dis que le dimanche, tu fais no alcool, tu vois. Tu fais ton pack de 6 et le lundi, tu vas du lundi jusqu'au samedi, tu vas de la plus légère à la plus forte. Et là, Ouais, tu mais ça fait aurais, boire tu tous les vois. jours quand même, hein. Oui, après, tu vas peut-être Plus pas trop la l'acheter. tendance, hein. Non, c'est plus trop la tendance, mais tu vas peut-être pas l'acheter. Là-dedans, tu peux mettre bah, justement ton craft soda le mercredi en mode c'est la journée des enfants, donc bah, tu vas pas boire ce jour-là parce qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. Enfin, Ou l'inverse, parce que tu t'en es trop occupé Voilà, tu as et besoin de décompresser. t'as besoin d'une Tu triple vois, IPA. Voilà. tu peux peut-être jouer là-dessus sur le pack de la semaine. Après, je sais que moi, quand j'étais caviste, c'est que, bon, alors on faisait des packs spécifiques pour Noël. Donc, tu as les calendriers de l'Avent, mais tu as aussi les coffrets cadeaux de Noël. Je sais que ça marchait bien, les coffrets aussi, pendant la fête des pères. Mais tu vois, c'est bien, mais ça, c'est très saisonnier. Donc, ça marcherait moyen, en vrai. Il faudrait trouver, en effet, le petit truc fun ouais, le pack pour faire la fête, puis tu rajoutes des petits goodies dedans, tu vois, tu mets des petits cotillons, j'en sais rien, ou tu peux faire. Mais ouais, ça peut être une idée de packaging assez rigolo, assez sympa. Et si t'es dans le local, tu peux imaginer, je sais pas moi, un truc avec des références locales. J'ai pas d'idée là tout de suite, mais ouais, ça peut être intéressant. Ouais, en tout cas, nous on balance des tips en snacking comme ça, et C'est puis, ça. Après, bah, vous vous qui faites. nous écoutez, vous prenez ce que vous voulez et dites-nous en commentaire de la vidéo YouTube ou par retour de mail s'il y a une idée qui vous intéresse, ou même par commentaire de LinkedIn, hein, tout simplement. Et puis voilà, on est au final 6 tips qui nous amènent à 50 minutes de parlotte. Bon, Ouais. bah, c'est toujours porteur, hein, au final. C'est ça. On vous laisse prendre ce qu'il y a à prendre, ce qui vous paraît, en tout cas ce qui vous concerne, on va dire, parce que c'est vrai qu'on essaye de brasser large, comme on dit, pour essayer de conseiller un peu tout le monde. Mais voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Yes, ça marche. Et ben on se retrouve la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, pour un nouvel épisode de Milecto. C'était Ludo et Dorothée à l'antenne. À Ciao. plus. Salut. Ciao.